Voilà, chers téléspectateurs de ma bannière télévision et auditeurs de ma bannière FM, nous avons ce réel plaisir de vous retrouver une fois de plus en ce début de week-end pour ces nouveaux numéros de votre émission Angle Saillant. Vous êtes habitués à Angle Saillant depuis déjà plus de 2 ans, près de 2 ans, et nous voici avec ces nouveaux numéros. Nous allons parler de 3 thématiques autour de cette table. Et je reçois également 3 invités. J'ai déjà 2 invités avec moi et le 3e va nous rejoindre d'un moment à l'autre. Là, je signale la présence de notre invité, Didier Mamboueni, un habitué de nos antennes, un habitué de nos programmes. Il est acteur sociopolitique. Et c'est en ces casquettes-là qu'il intervient ce soir. Je vous dis merci, Monsieur Didier Mamboueni, d'intervenir sur ce nouveau numéro de votre émission Angle Saillant. Merci pour l'opportunité, merci pour l'invitation, merci pour cette marque de confiance que vous faites à ma personne. Chaque fois que je suis invité, ça vaut de l'honneur. Merci à vous, chers téléspectateurs et les auditeurs qui nous suivent de partout dans le monde et sur YouTube. Merci pour cette opportunité. Merci d'avance. Merci beaucoup. Et en face de lui, j'ai également un habitué de cette chaîne de télévision, de nos programmes. Lui, ce monsieur Donatien Kachalala, il est cadre de l'UDPS. Je vous dis bonsoir et merci d'honorer notre invitation. Ok, bonsoir Roger. Je salue aussi en passant tous les spectateurs qui nous suivent en ce moment ici, en commençant par les combattants de l'UDPS et tous les restes de la population qui nous suit en ce moment ici. En tout cas, très merci beaucoup d'avoir honoré notre invitation. Et vous l'avez constaté, il y a une chaise vide, mais ça ne va pas demeurer vide. Vous connaissez la situation de notre ville avec les embouteillages monstres parfois. Notre camarade, soit l'autre interlocuteur, l'autre co-débatteur, lui, c'est Maître Simon Lusonso. Il est avocat au barreau de Matadi, mais il va intervenir en tant qu'analyste politique. Et je vous annonce donc qu'il est en route et il sera les nôtres d'un moment à l'autre. Voilà, nous parlons de 3 thématiques, comme je l'ai dit à l'ouverture de cette émission. Au niveau national, nous avons 2 thématiques et en province, nous avons une thématique très vaste que nous allons développer. Peut-être nous n'aurons pas le temps de terminer puisque chaque jour, nous aurons le temps de réfléchir et revenir sur ça, suivre également son évolution. Au niveau national, nous parlons premièrement de l'affaire Jean-Marc Kabound à Kabound. Vous le savez qu'il a été placé sous mandat d'arrêt provisoire pour outrage au chef de l'État, diffamation et tant d'autres infractions. Il a passé sa première nuit à Makala, la prison centrale de Makala, depuis le mercredi de cette semaine. Donc, nous allons réfléchir sur cette question. Certaines personnes émettent déjà leurs avis et autour de cette table, on va réfléchir s'il faut aborder l'état des droits ou peut-être violation des droits. Nous en parlerons tout à l'heure. Deuxièmement, nous parlons de cette épineuse question de l'insécurité à l'est de la République démocratique du Congo. Mais une autre branche, cette branche, c'est la question du départ de la MONUSCO, la mission des Nations Unies pour la stabilité de la RDC, qui est la MONUSCO, à l'est de la République démocratique du Congo. Des manifestations anti-MONUSCO ont causé plus de 3 dizaines de morts, donc plus de 30 morts. Et donc, nous allons réfléchir sur ça. À cela s'ajoute, dans cette même thématique, les passages, soit la visite officielle du secrétaire d'État américain en RDC, Anthony Blinken, qui a eu un tête-à-tête avec le chef de l'État. Donc, nous allons réfléchir sur ces enjeux. Et en province, nous faisons l'état des lieux de la gestion de notre province, le Congo central, avant l'avènement du gouverneur Guiban Ntongidi. Et maintenant, sous son régime, sous son règne, nous réfléchissons sur la bonne gouvernance et le bilan à mi-parcours de ces 100 premiers jours à la tête de la province du Congo central. Donc voilà tout pour les thématiques que nous abordons ce soir. Je commence avec Monsieur Didier Mamboueni, qui est acteur sociopolitique. Je les reçois en ces casquettes-là. Vous intervenez autour de cette table. Votre 3e co-débatteur va arriver d'un moment à l'autre. Mais au sujet de l'arrestation de Jean-Marc Kabound à Kabound, je rappelle que c'est un député national et ancien président AU de l'UDPS. Quelle est votre lecture? Bon, la lecture que nous devons faire d'abord, merci pour cette thématique qui est en train de défrayer la chronique. C'est pour dire que c'est une grande déception et que de voir le pays ne marche toujours pas.
le régime en place est en train de nous montrer ses limites. Et aujourd'hui, nous avons rêvé, l'IDPS des années 90, 92, conférence nationale souveraine, c'était l'espoir de tout un peuple. Mais aujourd'hui, nous sommes en train de voir que l'IDPS est en train de nous montrer ses limites, donc l'union sacrée en soi. Donc aujourd'hui, je peux vous dire qu'il y a ça ne va pas dans notre pays. La Constitution est violée flagrantement à outrance. La Constitution est violée pourquoi? Vous savez que Jean-Marc Kabound, d'abord, c'est lui, le maître nageur, qui a sauvé la situation en République démocratique du Congo. Donc, si aujourd'hui, le régime de Félix Tshisekedi peut se taper la poitrine, c'est grâce à Kabound qui a dit, les peuples, la base a dit non à cette histoire de Genval, à Genève. Donc, c'est pour dire que Jean-Marc Kabound, c'est le faiseur du roi. Aujourd'hui, Jean-Marc Kabound a voulu bien imprimer une nouvelle marque de génome de type sud-africain. Et si ça, vous savez ce qui se passe en Afrique du Sud, c'est d'abord le peuple qui décide. Et c'est la base qui décide. Mais contrairement à ce que nous sommes en train de voir, sur l'arrestation de Jean-Marc Kabound, il y a une violation de la Constitution. En principe, on devrait patienter, attendre jusqu'à ce que les feuilletons judiciaires puissent être mis clos, entre autres. Qu'on puisse lever les immunités parlementaires. C'est un député en fonction. On ne peut pas arrêter un député. Et de sur quoi on est en pleine vacances parlementaires. On devrait d'abord surseoir ce dossier, attendre jusqu'à ce que tous les députés puissent décider quant à son sort. Mais hélas, on a fait des choses vite en besogne, il est arrêté. Nonobstant à tous les propos qu'il a profanés aux vies et aux yeux de tout le monde, parce que Jean-Marc Kabound aussi n'est pas sain. Il s'est tapé plusieurs carrés miniers, il s'est enrichi, il est arrivé député grâce à l'IDPS. L'IDPS l'a fabriqué, lui aussi a fabriqué l'IDPS. Mais aux yeux de l'opinion, tant nationale qu'internationale, ça prouve à suffisance que la démocratie est muselée. Donc pour nous, c'est la lecture que nous pouvons faire, c'est une violation de la Constitution, c'est une violation de la loi et le règlement d'ordre intérieur du Parlement. En principe, le président Bosso est allé vite en besogne pour lever les immunités de Jean-Marc Kabound de la manière dont on l'a levé, parce que on devrait d'abord commencer par lever les immunités et puis l'inviter au parquet. Mais on a vu qu'il était d'abord invité au parquet, arrêté, comparé, et puis on va l'inviter. Donc, il y a une vice de forme. Cette cacophonie-là, c'est ce que nous évitons en République démocratique du Congo. Et ça salit l'image réelle du chef de l'État. Merci beaucoup pour votre première prise de parole. Je me tourne en face de vous, où je retrouve M. Donatien Kachalala. Vous êtes cadre de l'IDPS. Quelle lecture faites-vous par rapport à cette question de l'arrestation de l'honorable Jean-Marc Kabound à Kabound? Je rappelle qu'il a comparé pour la première fois aujourd'hui à la Cour de cassation. Ok, merci. Je reviens d'abord sur ce que le doyen vient de soulever ici. Il dit que c'est Kabound qui a fabriqué l'UDPS. Le faiseur du roi. J'ai dit le faiseur du roi. Voilà. Les mots qui sont sortis de votre bouche. C'est Kabound de fabriquer l'UDPS et l'UDPS l'a fabriqué. Allons-y. Maintenant, je dis Kabound n'a pas fabriqué l'UDPS. C'est l'UDPS qui a fabriqué Kabound. Sursoir le dossier attendant l'Assemblée, les députés nationaux. Et tous nous savons bien que M. Kabound, l'honorable Jean-Marc Kabound, a été invité au moins 2 fois à l'Assemblée nationale. Il n'a pas répondu. Maintenant, on devait bloquer, c'est le bureau qui l'avait invité. On devait attendre quelqu'un qui ne veut pas répondre à l'invitation et qui donne même des leçons au bureau de l'Assemblée nationale. Non, la justice doit faire son travail. C'est pourquoi je vous dis ici, nous sommes dans un état de droit. L'état de droit dit il y a séparation de pouvoir. Donc, l'Assemblée nationale ne peut pas s'immiscer dans les affaires de la justice. Comme il y a dossier de la justice, l'Assemblée nationale a invité l'honorable Jean-Marc pour venir s'expliquer au niveau du bureau. Quand Jean-Marc, à 2 reprises, n'a pas répondu. Mais l'Assemblée nationale ne peut pas bloquer la procédure entamée au niveau de la justice. Donc ça n'a rien à voir avec la violation de la Constitution. Non. Les juges qui sont là, ils respectent la Constitution, ils font leur travail. Vous dites aussi que Jean-Marc Kabound, par rapport à l'UDPS, quand Jean-Marc avait dit à ceci, cela, non. À l'UDPS, on nous dit c'est la pyramide renversée. La pyramide est comme ça, à l'UDPS, on la renverse. C'est-à-dire, c'est la base qui décide. Et non l'autorité qui décide, c'est la base qui décide. Mais avec Jean-Marc Kabound que vous vantez aujourd'hui, lui a renversé cette pyramide-là. Ce n'est plus la pyramide renversée, mais lui a retourné la pyramide en normal. Donc maintenant, c'est lui qui décide en lieu et place des combattants. C'est tout ce que j'avais dans ces points-là. Mais en ce qui concerne les dossiers Jean-Marc Kabound à Kabound,
les procureurs, n'est-ce pas, près la Cour de cassation, il a retenu au moins 3 griefs dans le chef de Jean-Marc Kabound. Tous nous avions suivi ses déclarations le 18 juillet du mois dernier ici. Il a déclaré des choses, n'est-ce pas? Il a dans la diffamation, il y a d'abord l'imputation, outrage à l'autorité. Il y a la diffamation. Il y a d'autres informations qu'on a retenues sur M. Kabound, l'honorable Kabound. Maintenant, c'est à lui parce qu'il a même déclaré qu'il y a des millions, des jets qui sortent de ce pays avec des millions de dollars. Mais pour nous, l'UDPS, ça nous fait du bien. Comme il est en prison, n'est-ce pas? Il peut aider aussi la nation parce que le professeur Luzolo Bambi, à l'époque conseiller spécial en matière de lutte contre la corruption et blanchiment des capitaux, avait décrit à cette époque-là qu'il y a au moins 15 milliards qui se volatilisait chaque année. Mais si M. l'honorable Kabound a des éléments qui prouvent réellement qu'il y a des jets qui sortent du pays, mais il doit qu'il le prenne au niveau de la justice. Ça va aider sur le pays à avoir de moyens. Nous cherchons à faire les 15 milliards là, parce que les gens qui ont volé l'argent de ce pays ici sont encore avec nous. Et comme lui était avec nous, il a constaté qu'on est en train de continuer de voler l'argent de l'État, l'argent du peuple congolais. Il n'a qu'à démontrer ça au niveau de la justice. Que non, j'ai parlé de dettes qui partent de l'extérieur, n'est-ce pas? Voici, les images sont là. C'est telle personne qui avait envoyé autant de millions de dollars, autant de milliards de dollars. Ça va nous aider, nous la population, pour récupérer cet argent-là. Aujourd'hui, nous parlons de plus de 4 milliards de réserves de devises. Mais ça pourrait encore ajouter un plus sur ce que nous avons dans nos réserves. Donc pour moi, je ne vois pas que c'est question de polluer. Non, c'est que M. Kabound doit s'assumer. Les paroles qu'il a sorties, c'est sur de sa bouche. Il doit répondre à la justice. Il doit défendre, il doit prouver ce qu'il a dit. Si réellement c'est ça ou ne c'est pas ça. Ou bien ce sont de faux bruits de faire pour plaire aux yeux de tout le monde. Non. Kabound doit être jugé. Et c'est ça aussi l'état de droit. Mais le président de la République, à la prise de son pouvoir, il a dit, il va réinstaurer l'autorité de l'État. Ça veut dire quoi, l'autorité de l'État? Donc, là où on ne sanctionnait pas, on doit sanctionner. C'est pas dire que parce que Kabound a dit, il était avec nous, on ne doit pas les sanctionner. On doit les sanctionner. C'est ça, le rétablissement de l'État, de l'autorité de l'État. Donc, la justice doit faire son travail pour savoir là où il a fauché, on doit les sanctionner. Si on les juge, on voit qu'ils n'ont venu pour rien, on la quitte. C'est ça l'état de droit. Merci beaucoup, monsieur Didier Mamboueni. À votre tour, vous avez la parole pour réagir et peut-être vous allez encore intervenir. Et là, j'annonce l'entrée de notre troisième invité, Maître Simon Lusonso, qui va intervenir en qualité d'analyste politique. Monsieur Didier Mamboueni, vous. Oui, j'ai suivi mon co-débatteur. Parlons logique. Est-ce que tout ce que Jean-Marc Kabound a dit était vrai ou faux? Et nous avons en face de nous ce que nous appelons le fond et la forme en droit. Le fond, sur tout ce qu'il a dit. Mais la forme, la manière dont il a été arrêté, en tant que député national, il a des immunités. Il a quand même droit à une protection. C'est un citoyen congolais. Aujourd'hui, le régime est en train de montrer ses limites. L'arrestation de X et Y, Maman Marie et consort, François Beya, tout le monde, plusieurs arrestations. Ça ne montre pas l'image réelle de notre pays. On est en train de museler la démocratie. Donc voilà pourquoi le fond peut être pertinent, peut être les prémices, peut-être la méthodologie. Mais est-ce que tout ce qu'il a dit là, Ezakia Lokuta Toya Solo, les jouisseurs, X et Y, et tout ça, la manière dont le pays est géré. Aujourd'hui, il y a des gens qui souffrent. Il y a la souffrance, il y a la mauvaise gouvernance. La guerre à l'Est qu'on n'arrive pas à mettre fin. Tout ça, est-ce qu'on peut faire le bilan aujourd'hui? Nous, au Congo central, particulièrement dans notre province, qu'est-ce que nous recevons de ces régimes? Quel est l'impact des actions, impact visible dans notre province? Il n'y en a pas. Donc c'est pour dire qu'aujourd'hui, Jean-Marc Kabound nous a ouvert les yeux. Comme il nous a ouvert les yeux, nous devons saisir cette opportunité pour comprendre que l'IDPS doit faire remis-ménage au sein de l'IDPS et au sein de la présidence. Et au sein, à côté du chef de l'État, il y a trop de mouchards qui soufflent à l'oreille du chef. C'est comme ça que les choses ne marchent pas. Merci beaucoup. Merci Donc, beaucoup. fond et forme. Fond et forme. Alors, à chaud, monsieur Maître Simon Lusonso, qui je rappelle est avocat, mais intervient en tant qu'analyste politique. Et peut-être que nous aurons bien aimé ces interventions et avoir un bon débat. Vous avez directement la parole à chaud. Comme annoncé, l'honorable Jean-Marc Kabound est déjà aux arrêts. Il est placé sous mandat d'arrêt provisoire. Et d'ailleurs, il a comparu aujourd'hui. Quelle est votre lecture par rapport à ces dossiers?
Monsieur le journaliste, je vous remercie de l'invitation. Et par rapport à votre question, je pense que, vous savez, lorsque vous lisez notre Constitution, déjà en son article mien, il est consacré un état de droit en République démocratique du Congo. Et donc, en tant que tel, nous sommes censés tous, qui que vous soyez, n'est-ce pas, de se soumettre ou sinon d'obéir à la règle des droits. C'est cela l'état des droits, parce qu'aujourd'hui, les concepts d'état des droits, il y a des ceux-là qui ne savent pas, n'est-ce pas, apercevoir c'est quoi la quintessence, la portée, n'est-ce pas, de cet état des droits. L'état des droits, c'est le respect au texte, en commençant par les gouvernants qui doivent respecter les textes prescrits dans notre pays, mais aussi les gouvernés, la population aussi, qui est censée respecter les textes qui existent dans notre pays. Mais puisque nous parlons d'un cas précis, n'est-ce pas, le dossier de l'honorable Jean-Marc Kabound, je pense qu'il est député national, il bénéficie des immunités parlementaires. Lorsque vous lisez la Constitution, je crois à son article 107, qui dit, voilà, aucun député ou aucun parlementaire ne peut être poursuivi, détenu, arrêté, n'est-ce pas, pour ses opinions et pour des votes émis dans l'exercice de ses fonctions. Mais aussi, lorsque vous renchérissez cette disposition, il est clairement dit, aucun député pendant, n'est-ce pas, les sessions parlementaires, aucun député ne peut être arrêté si jamais l'Assemblée ou sinon les bureaux n'a autorisé, n'est-ce pas, à ce que celui-ci soit arrêté. Vous comprenez un peu, donc il y a des immunités liées à la fonction, mais aussi il y a des immunités à la procédure. Comment faut-il déférer un parlementaire, un député national et un sénateur devant les instances judiciaires? Vous avez vu, nous avons suivi comment est-ce que la procédure avait été amorcée, l'honorable qui avait été déjà entendu par le procureur près la Cour de cassation, à un certain moment les bureaux qui avaient été saisis pour que ces immunités soient levées. La question que nous sommes posée, comment est-ce qu'alors que la procédure était déjà pendante, M. Kabound était déjà en train d'être auditionné, d'être entendu par le procureur, mais comment est-ce que le bureau apparemment n'avait pas encore donné les quitus au procureur afin que celui-ci puisse déclencher la procédure à son endroit. Donc voilà un peu autour de tous ces questionnements. Aujourd'hui, nous nous posons la question, nous sommes où, dans quel état de droit? C'est cela la question. Est-ce les immunités avaient été levées? Parce que vous savez, pour poursuivre un député, avant que les procureurs ne puissent poser des actes d'instruction, la loi voudrait que les procureurs saisissent d'abord par voie de réquisitoire les bureaux de l'Assemblée nationale, puisqu'il s'agit du député national, afin que les bureaux puissent autoriser au procureur de poser les actes d'instruction. Et je voudrais aussi informer la population, après l'instruction préjuridictionnelle, si le procureur estimerait que le fait serait établi à ce moment-là, la loi voudrait aussi, c'est-à-dire la loi portant procédure devant la Cour de cassation, la loi voudrait aussi que le procureur saisisse de nouveau les bureaux de l'Assemblée pour procéder à la levée des immunités et autoriser le procureur à déférer, n'est-ce pas, l'inculpé devant le juge. Voilà en fait la procédure. Nous sommes dans un état de droit. Il serait donc normal pour que la procédure soit respectée. On ne peut pas parler de l'état de droit si jamais la procédure n'est pas respectée. Merci beaucoup, M. Donatien Kachalala. 1 minute, vous réagissez et puis nous allons changer de thématique. Ok, merci. Je reviens sur Maître. Il dit que la procédure n'a pas été respectée. Et je l'ai dit ici avant que nous soyons là, que le bureau de le bureau de l'Assemblée, parce que nous sommes en vacances parlementaires, pour que le bureau de l'Assemblée nationale lève l'immunité d'un député, n'est-ce pas, pendant les vacances, c'est le bureau qui l'invite. Mais l'honorable Jean-Marc a été invité à 2 reprises, il n'a pas répondu à l'invitation. Et à la 2e invitation, il a même réagi, il a écrit au bureau. Il demande au bureau de surseoir en attendant que la justice fasse son travail. Mais le bureau a sursis, mais c'est la justice maintenant qui a traité le dossier. Parce que pour Jean-Marc, pour le bureau de l'Assemblée, il fallait qu'il soit d'abord entendu au niveau du bureau. Mais lui n'a pas répondu. Il a même il voulait même enseigner le membre du bureau, leur demandant de surseoir en attendant que la justice fasse son travail. Mais la justice maintenant, lui c'est doit à la justice. Mais la justice l'a arrêté. Donc il doit s'assumer, n'est-ce pas? Parce qu'il était allé répondre à l'invitation du bureau, peut-être le bureau n'allait pas lever l'immunité, on devait parler de sanctionner d'une autre manière au niveau de leur bureau, de leur assemblée. Maintenant, comme il a saboté, n'est-ce pas? Il a saboté le bureau de l'Assemblée nationale, mais c'est la justice maintenant qui s'est assumée. Donc il ne doit qu'à répondre, n'est-ce pas? Il y a violation, je ne sais pas, il y a violation, il n'y a pas de violation. Je dis, il doit s'assumer parce qu'il il a désobéi aux ordres de l'Assemblée, parce que c'est l'Assemblée qui devait lever l'immunité. L'Assemblée n'a pas encore levé, mais lui a désobéi aux ordres de l'Assemblée provinciale. Il n'a pas répondu, là, il l'a appelé. Il doit répondre à ces faits. Et par rapport à M. Didier, il parle de la mauvaise gouvernance. Je ne sais pas qu'est-ce que tu entends par mauvaise gouvernance.
mauvaise c'est-à-dire mal gérer la nation, n'est-ce pas? Mais si nous allons dans tous les secteurs de la vie et dans la vie de notre pays ici, je voudrais que partout, nous étions à un pas, nous sommes à 2 pas. 1 pas, 2 pas, 1 pas, 3 pas, 4 pas. Même dire qu'il y a la mauvaise gouvernance, je ne sais pas de quelle gouvernance vous parlez. Vous parlez du bilan de Tshisekedi dans la province ici. C'était un bilan positif. Je ne sais pas si tu es informé. Je sais que tu es la société civile, mais maintenant, société, tu es des socio-économiques. Je ne sais pas si tu es la société civile. La société civile, je crois, l'année dernière ici. Vous vous adressez aux téléspectateurs? Non, je réponds à vos préoccupations. Non, je réponds à vos préoccupations. Moi, je regarde comme ça. Je regarde la caméra. Je regarde la caméra. Je vous en prie. Mais la caméra est juste derrière vous. C'est pourquoi je regarde la caméra. Vous parlez de bilan négatif dans la province du Congo central. Après, vous êtes tous informés. Étant membre de la société civile, vous devez être informés. À l'époque de Atou Matubwana, jusque Justin Atou Matubwana, le président de la République, il y a 99 PME, petites et moyennes entreprises ici chez nous à Matadi ici. Ils ont bénéficié une somme de 30 000 à 150 000 non remboursables. Tu n'es pas informé. Les personnes physiques, opérateurs économiques, plus de 3 000, ont bénéficié de 1 000 à 3 000 $ non remboursables. Et comment l'État va récupérer cet argent-là? Par le paiement des impôts. En dehors de cela, lorsque nous parlons de la gratuité de l'enseignement, c'est seulement qui a bénéficié ou bien comment ça aussi à ceux qui en bénéficient? Le sujet risque de devenir trop vaste. Il a parlé, il a soulevé un bilan négatif, n'est-ce pas? C'est pourquoi je dois le démontrer. Lorsqu'on parle de la gratuité de l'enseignement, c'est seulement d'autres provinces ou bien le Grand Centre aussi est concerné. Lorsqu'on parle aujourd'hui de retraités, le veuf qui touchait de 30 000 francs congolais, aujourd'hui touche 250 000 à 300 000. C'est seulement ailleurs ou bien chez nous aussi. Nous sommes concernés. Merci. Donc tu n'es pas informé, M. Didier. Merci beaucoup. Alors, M. Didier Mamboueni, 1 minute et Maître Simon également en aura une pour que nous puissions changer de thématique. Je suis estomaqué et désolé. Je ne sais pas si mon co-débatteur vit dans quelle planète. Nous sommes ici. La population est en train de souffrir. Aujourd'hui, la monnaie ne circule pas. La vie est devenue intenable. Je ne sais pas vous vivez dans quelle planète. Si, du moins, les soins de santé, les services sociaux de base, l'eau, l'électricité, l'éducation, même ici, nous travaillons avec quelle électricité? Nous avons une à 0 mètre ici. Nous avons une à 0 mètre, nous avons les ponts maraîchers, nous avons, si la nationale numéro 1, nous bénéficions combien? Les budgets d'investissement arrivent de combien de pourcents dans notre province? On a investi quoi? Mon frère, soyons sérieux. Nous avons le gouvernement provincial de Atou Matubwana, Justin Luemba, Guy Bandou aujourd'hui. Guy Bandou, on a envoyé combien? On va en parler. Le budget d'investissement est de 0%. Merci. Soyons sérieux. Merci beaucoup. Vous faites dans quelle planète? Monsieur Simon Lusonsonso, en tant qu'analyste politique, évoluer 1 minute. Par rapport à ce que venait de dire mon interlocuteur, Donatien Kachala. Vous savez, lorsque un parlementaire est invité pour qu'il présente ses moyens de défense, puisqu'il y a un registre du ministère public, mais ces derniers, vous savez, il a réagi d'abord. Pourquoi? Il a dit que le Parlement ou sinon l'Assemblée devrait surseoir. Simplement parce que pour l'honorable Benjamin Kabound, déjà, la procédure avait été déjà déclenchée. Il avait été déjà entendu. Et que voilà, par après, il sera invité pour s'expliquer, pour permettre, n'est-ce pas, à l'Assemblée ou sinon au bureau, parce que l'Assemblée est en vacances parlementaires, de donner les quitus, n'est-ce pas, au procureur. Mais alors qu'il avait été déjà entendu. Donc, vous comprenez? Mais aussi, si l'intéressé n'a pas comparé, cela ne pouvait pas donner les quitus que la procédure soit biaisée parce qu'en ce moment-là, les bureaux devaient tirer les conséquences, soit autoriser directement les procureurs. C'est en cela. Mais il ne faut pas dire ici, non voilà, il a bafoué l'invitation, n'est-ce pas, du bureau de l'Assemblée nationale. Et voilà, la justice a fait son travail directement. Il a invité, il a arrêté, ainsi de suite. Non, le mieux ou sinon la procédure voudrait que, puisqu'il n'a pas répondu, l'Assemblée devait tirer, les bureaux bien sûr, devaient tirer toutes les conséquences. C'est-à-dire, il n'a pas pu présenter ses moyens de défense. Et donc, pour l'Assemblée ou sinon pour les bureaux, il serait question de donner soit ou rejeter ou sinon donner l'aval au procureur de pouvoir les poursuivre. Voilà un peu. Merci beaucoup. Merci. Nous mettons donc point à cette thématique et nous changeons de sujet pour parler, je dis bien brièvement, puisque le sujet est également vaste, toujours au niveau national, de la question du départ, sinon du retrait de casque bleu de la MONUSCO en République démocratique du Congo,
qui a fait une question qui fait plusieurs morts, plus de 30 morts à l'est de la République démocratique du Congo lors des manifestations anti-MONUSCO. Et à cela s'ajoutent les passages en RDC au cours de cette tournée africaine du secrétaire d'État américain Anthony Blinken. Quelle lecture en faites-vous? Je commence par vous, Maître Simon Lusonso. Ma lecture en tant que citoyen congolais, vous savez, je me souviens quand j'étais encore étudiant, j'avais mené une étude sur lorsque il y a imitation de la MONUC à la MONUSCO. J'avais mené une étude et à l'époque, je suis même arrivé à Kinshasa pour m'enquêter de la situation, pourquoi de cette transition, de cette transmission de la MONUC à la MONUSCO. Qu'est-ce qu'il y a eu de nouveau? Vous savez, la MONUC, à l'époque, c'était la mission de l'ONU, de l'Organisation des Nations Unies au Congo. Mais avec la MONUSCO, on a ajouté l'aspect stabilité. Et donc, aujourd'hui, la MONUSCO a une mission, c'est-à-dire la stabilité, la paix qui devait imposer sur les territoires congolais. Je veux bien que ce rôle, cette mission revient en premier lieu à l'État congolais, c'est-à-dire la paix doit être sécurisée ou sinon doit être assurée par nos forces de sécurité, notamment l'armée, la police et consorts. Mais la MONUSCO vient en appui. Mais aujourd'hui, les bilans que nous pouvons tracer de cette mission onusienne ici en République démocratique du Congo, je pense que les résultats sont mitigés. Pourquoi mitigés? Ici, je voudrais d'ailleurs me rallier au président honoré Joseph Kabila qui avait levé les tons devant, n'est-ce pas, la tribune des Nations Unies pour dire le résultat, les bilans, n'est-ce pas, de cette mission onusienne au Congo est mitigé. Et voilà donc aujourd'hui la population qui est tentée de vivre les calvaires, alors qu'aux yeux aussi, n'est-ce pas, de cette mission onusienne ici au Congo, ça ne marche pas. Voilà l'expression de la population, parce que la population est arrivée à un moment donné où elle s'est dit non, on en a marre, il faut prendre le courage, parce qu'avec la diplomatie apparemment ça ne marche pas. Mais il faut lever les tons pour que la communauté internationale, non seulement nationale, mais internationale, sache que ça ne va pas. Et voilà, aujourd'hui, c'est une mission que moi je qualifie de figurante au Congo qui ne fait absolument rien. Peut-être il y a des intérêts cachés derrière sa présence ici au Congo. Moi, je suis de ceux-là qui pensent aujourd'hui qu'il faut prendre une décision courageuse pour que cette mission onusienne quitte notre pays. Parce que depuis qu'elle est là, ça fait une vingtaine d'années. Aujourd'hui, les résultats, c'est quoi? Si ce n'est que l'exploitation de nos minéraux d'une manière ou d'une autre. Donc voilà, pour moi, en tout cas, je suis de ceux-là qui pensent que cette mission doit quitter les sols congolais. Merci beaucoup pour votre réaction. Monsieur Didier Mambweni, qu'est-ce que vous pensez de cette affaire? Bon, dans cette affaire, il y a à manger, à boire pour la communauté internationale. Ce que nous devons dire, c'est à la population d'être vigilant et à nos dirigeants au niveau national qui doivent prendre conscience parce que, vous savez, aujourd'hui, c'est comme nous l'avons dit là, les bilans de l'IDPS, de Félix Tshisekedi. Aujourd'hui, en principe, si nous étions vraiment dans un état où nous sommes proactifs, en principe, qu'on devait surseoir d'abord nos relations avec le Rwanda et surseoir nos relations avec les Nations Unies parce qu'on doit maintenant évaluer nos relations avec les Nations Unies. Vous savez, tous ces contingents qu'on nous envoie en République démocratique du Congo, ils sont sous tutelle de leur pays. Et quand ils viennent ici, ils viennent pour piller nos minéraux et trafiquer et faire du commerce. Vous avez vu défiler les véhicules de la MONUSCO qui ont descendu à Boma, ici à Matadi, dans nos deux ports, et comment nous avons vu des engins sophistiqués, même des engins pour l'extraction minière. Donc, ils ne sont pas venus pour stabiliser notre pays, mais ils sont venus pour nous piller. Et la mission magique de la MONUSCO, c'est de balkaniser les pays. C'est à nous, peuple congolais, heureusement que nous sommes unis. De l'Est à l'Ouest, nous sommes vraiment unis. Nous refusons la balkanisation. Mais ils ont une mission, c'est de nous séparer. Vous avez parlé de l'Anthony Blinken, le secrétaire d'État américain, qui nous a mis dos à dos avec le Rwanda. Il était chez nous, on lui a parlé, il lui a expliqué, il a compris. Il a dit, il a insisté sur la souveraineté de notre pays. Mais hélas, arrivé au Rwanda, il a changé de discours. Il a directement changé de discours. Il dit que la RDC est en train d'entretenir des groupes armés. Quels sont les groupes armés que nous entretenons? FDLR. Les FDLR et consorts. Donc, ça prouve à suffisance que le pays est sous le complot de la communauté internationale. Maintenant, c'est à nous, peuple congolais, d'être vigilants. Maintenant, derrière le départ de la MONUSCO, il y a des agendas cachés du pouvoir qui font que si la MONUSCO partait, alors qui va surveiller les enjeux électoraux de 2023? C'est cela le danger.
C'est cela l'agenda caché. Donc, nous risquons d'avoir des élections chaotiques sans la MONUSCO parce que chaque fois qu'il y a des élections, le pays est tellement vaste. Nous, on n'a pas d'argent. C'est la MONUSCO qui nous vient en appui. Les hélicoptères que nous utilisons, les hors-bord que nous utilisons, c'est pour la MONUSCO. Donc, tout ça, ce sont des éléments que nous devons voir. Si la MONUSCO pouvait partir, c'est après 2023. Donc, si la MONUSCO va rester, on doit réévaluer le mandat de la MONUSCO. Donc, merci. Il y a anguille sous roche. Nous devons être très vigilants pour ne pas tomber dans les pièges. Voilà pourquoi Jean-Marc Abounde est monté au créneau, Franck Diongo est monté au créneau pour dire que nous ne voulons pas le départ précipité de la MONUSCO. Mais nous devons être vigilants. Mais la MONUSCO doit partir. Monsieur Donatien Kachalala, vous avez 2 minutes. Okay. Et puis nous allons changer de thématique. Ok, merci beaucoup. Par rapport à la MONUSCO, je suis d'avis, le maître, du retrait immédiat de la MONUSCO. Malgré le NES qui vient de dire ici, mais tous nous avons suivi le gouvernement. Le gouvernement n'a pas dit le retrait immédiat de la MONUSCO. Le retrait progressif jusqu'en 2024. Nous voulons l'immédiat. Mais vouloir l'immédiat, tu t'es contredit alors. Vouloir l'immédiat, c'est-à-dire, ce vouloir, c'est que tu ne veux pas qu'il se fasse. Mais après les morts. Les ponts, c'est quoi? Nous parlons de la MONUSCO, n'est-ce pas? Pour moi, Donatien Kachalala, n'est-ce pas? Il faut que la MONUSCO parte même maintenant même. Parce que depuis qu'ils sont là, on ne voit rien de l'objet de leur mission. La stabilité, est-ce qu'il y a la stabilité à l'Est? Non. Par contre, les véhicules sont chargés pour prendre des minéraux et amener à l'extérieur du pays. Donc, il faut que la MONUSCO parte. Et même l'arrivée du secrétaire d'État, non, il n'est pas venu pour réconcilier les deux pays, non. Il est venu pour exécuter leur mission des États-Unis, de contrôler l'Afrique. Tu n'es pas informé, vous n'êtes pas informé. Donc, l'arrivée du commissaire d'État, je crois commissaire d'État, on l'appelle commissaire, secrétaire d'État américain, oui. Étant le ministre des Affaires étrangères des États-Unis, n'est-ce pas? Il est venu pour reconquérir l'Afrique. Donc, tout pays africain ou tout Africain qui sera en relation d'affaires avec la Russie doit être sanctionné par les États-Unis. Il est venu pour ça. Donc, ça veut dire quoi? La MONUSCO doit partir. Qu'ils partent, et comme nous avons parce que les mêmes disent quoi, la MONUSCO, à l'arrêt du Conseil d'État dernièrement, ils ont dit quoi? L'équipement de M23 donc est plus sophistiqué que l'équipement de la MONUSCO. Mais en quoi la présence leur présence ici? Donc ils doivent partir et nous laisser nous. Nous avons plus de 140 000 éléments de la FARDC. On prend ailleurs, il n'y a pas de problème. On prend même 100 000, on les amène là-bas à l'Est. Nous-mêmes Congolais, nous allons nous assumer. Donc en bref, le gouvernement en place n'est pas, parce que vous avez parlé de Jean-Marc Abounde. Le gouvernement n'est pas là pour se tenir au pouvoir. Puis ce qu'il dit, qu'il y ait élection aujourd'hui ou demain, il va le gagner. Parce que nous connaissons comment. Je suis sûr. C'est une autre question. Je suis sûr, non. Il a parlé de cela, nous voulons le glissement. Il n'y aura pas de glissement. Il y aura élection en 2023. Et M. Tshisekedi sera réélu massivement. Et toi qui es là, tu vas le lire encore. Parce qu'il est en train de travailler pour l'intérêt du peuple congolais. Un élément permettait par rapport à l'arrivée des secrétaires d'État, vous savez, américains. Moi, en tout cas, cette diplomatie, bon, évidemment, il ne faut pas exclure ces schémas diplomatiques, mais lorsque je vois la dernière Assemblée générale tenue aux Nations Unies, vous avez vu, les États-Unis, c'est parmi ces États ou sinon ces nations-là qui avaient voté pour l'embargo contre la RDC de pouvoir s'approvisionner des équipements militaires. Vous comprenez? Mais ils sont contre nous, mais lorsqu'ils viennent vers nous, apparemment, ils ont l'impression, comme ici, ils sont avec nous. Vous comprenez la double facette? Comment est-ce que le jeu est en train d'être joué, permettez la tautologie. Donc voilà, ils viennent pour nous voiler la face. Lorsqu'ils sont de l'autre côté, les discours changent, ainsi de suite. C'est pour nous endormir. Voilà pourquoi nous devons nous prendre en charge, peuple congolais. Soyons unis pour sauvegarder notre territoire. Merci beaucoup. Et je commence avec M. Donatien Kachalala au sujet de la thématique réservée à notre province. 1 minute pour faire le bilan, soit l'état des lieux de la gestion de la province avant le gouverneur Guy Bandou. Et en cela, nous parlerons maintenant de la bonne gouvernance sous son règne. Qu'est-ce qui doit être fait? Ok, merci beaucoup, M. Roger, pour cette question-là. Une question pertinente, parce que nous sommes en province, nous devons parler de notre province. Oui, le régime passé, quand je parle de régime, je vois le régime de Matou Matouboana, n'est-ce pas? Atou Matouboana et son équipe ils ont démontré, noir sur blanc, qu'ils étaient venus pour s'enrichir ici, chez nous, ici.
et non pour travailler pour l'intérêt du peuple Mukongo ou tout peuple qui a choisi la province comme sa deuxième province. Donc, Atou Matoubouana n'a rien fait dans cette province ici, et sur tout le plan. Je commence par, sur le plan politique, il a entretenu du désordre au niveau de la province. Entre l'Assemblée provinciale, l'exécutif et l'Assemblée, il n'y avait pas de relation, donc il n'y avait pas de franche collaboration entre l'exécutif et le législatif. Tout ça, c'est Atou qui a la tout ça qui s'est passé. Sur le plan sécuritaire, pendant le règne d'Atou Matoubouana, il y avait des tueries, même dans l'entourage au niveau de l'Assemblée. Combien de députés ont été tués pendant le règne d'Atou Matoubouana? Ça, c'est le plan sécuritaire. Bon, ils sont morts, hein, puisque... Non, je parle de la sécurité. Ils sont tués par les hommes en uniforme, n'est-ce pas? Je ne dis pas que c'est lui qui a tué. Je dis, pendant son règne, il y a une sécurité. Même les députés sont tués dans les résidences. Le paisible citoyen, donc sur la route nationale numéro 1, il y a eu des tueries de temps en temps, sous son règne. Sur le plan de finances, nous avons constaté qu'Atou Matoubouana, il était là, c'est pour sa poche. Je prends l'exemple de la DGRKC. Atou Matoubouana a géré la DGRKC comme son entreprise privée. Je pèse mes mots. Je suis ancien agent de la DGRKC, je sais ce que je parle. Donc Atou Matoubouana a géré la DGRKC comme son entreprise privée, où il va puiser le lendemain, il a besoin de 100 000 francs congolais, il appelle, on donne les 100 000 francs congolais. Alors que c'est une régie financière. Il y a toute une procédure pour engager une dépense. Il a entretenu des désordres au niveau de la DGRKC. Il a engagé des gens comme il le voulait. Tu as un problème avec un agent, un directeur, sans respecter la procédure administrative. Les directeurs appellent les poches du gouverneur. Non, tel a manqué de respect, là c'était le gouverneur et demain il est révoqué. Donc sur le plan financier, Atou, même chose, n'a rien fait dans la province ici. Sur le plan infrastructure, là c'est une catastrophe sur le plan infrastructure. C'est à la fin de son départ ici qu'il a tenté de faire quelque chose. Lorsque mon aîné était dans le cabinet, ils ont tenté de faire quelque chose pendant le règne. Mais ça ne représentait absolument rien. Ah, Didier Mamboy était dans les cabinets? Mais il a travaillé dans un des cabinets, il te perd. Ok, voyons, il aura la parole. Oui, ils ont quand même tenté à la fin, mais qui n'a rien représenté. De 2019 à ce jour, ici à Matadi, je crois la voirie urbaine, c'est seulement la route Airbrousse jusqu'à Métropole. C'est ce qu'ils ont fait ici chez nous. Boulevard Mimi. Oui, boulevard entre guillemets Mimi. C'est la seule réalisation sur le plan infrastructure dans notre ville. Mais en dehors de la ville de Matadi, de toutes les provinces, rien du tout. Il y avait au moins autant de 3000 kilomètres, ils devaient réhabiliter des routes de cette agricole. Rien du tout. Oui, je suis en train de parler. Tu vas récupérer les minutes, monsieur Mamboueni. Donc, le bilan d'Atou Matoubouana était largement négatif. Lorsqu'on prend le peu de réalisations qu'ils ont fait, ça ne représente moins de 20%. Merci beaucoup. Donc, largement négatif. Merci beaucoup, monsieur Didier Mamboueni. À votre tour, l'état des lieux de la gestion de la province avant Guy Bandou. Et comme ça, nous allons projeter la bonne gouvernance sous son règne, ce qui doit être fait. Bon, d'abord, c'est une question très pertinente. Très pertinent dans le sens qu'on ne peut pas faire l'évaluation dans une minute là. Mais ce que je pouvais dire, et le problème est en amont. En amont, nous avons ce que nous appelons la conférence des gouverneurs, où le chef de l'État préside. Il y a le chef de l'État, dès son arrivée au pouvoir, nous a promis l'évaluation de la performance des gouverneurs. Si vous vous souvenez. Alors, c'est le chef de l'État qui devrait, en principe, évaluer les gouverneurs. Mais chose que le chef de l'État n'a jamais fait. Aujourd'hui, c'est plus les assemblées provinciaux qui tenteraient de bousculer les gouverneurs de gauche à droite. Alors, s'il faut aller plus loin, pour qu'on parle du bilan, on doit d'abord savoir les budgets d'investissement et de quelle hauteur. Combien qu'on a envoyé à tous nos gouverneurs. Aujourd'hui, moi, je peux parler, je ne vais pas me limiter à mon co-débatteur. Et à le boulevard Mamimi, il y a des routes, il y a quelque chose qui s'est fait au niveau de Mbanzangungu. Au niveau de la voirie de Mbanzangungu. A été bétonné. Oui. A été bétonné. À Kisantu, les stades et consorts. Donc, aujourd'hui, on ne peut pas parler de ces bilans négatifs, mais c'est un bilan mitigé. D'autant plus que l'argent attendu n'est pas arrivé. Les 40%, conformément à la Constitution, n'a pas été exécuté. Il y a eu rétrocession. Cette rétrocession est arrivée à compte-gouttes. Et quand cette rétrocession arrive, vous devrez encore rétrocéder à ceux qui vous envoient cet argent à Kinshasa. Voilà la gouvernance de Tshisekedi. Et ce qu'on a décrié l'air avec Kabila, c'est ce qui se passe aujourd'hui. Donc,
Quand vous n'êtes pas dans la marmite, vous ne pouvez pas comprendre l'assaisonnement qu'on met dans cette marmite. Voilà pourquoi c'est comme ça que je vais dire qu'aujourd'hui, le bilan que nous devons faire du passé, ce qui est passé est passé. Aujourd'hui, Guy Bandou a hérité l'actif et le passif. Maintenant, nous devons voir qu'est-ce que nous devons faire pour l'avenir. Exactement. C'est cette question qui sera posée dans les minutes qui suivent. Alors, Maître Simon Sonso, à votre tour en tant qu'analyste politique, vous avez également la parole pour faire d'une manière brève un état des lieux par rapport à la gestion de la province avant Guy Bandou. Et puis, nous envisageons maintenant ce qui doit être fait sous Guy Bandou pour le développement du Congo central. Moi, je pense que tout gouverneur travaille sur base d'un programme. Comprenez, au niveau de l'Assemblée, il y a un programme qui est présenté. Très bien. Et ce programme qui est constitué, n'est-ce pas, des recettes qu'il faut mobiliser, mais aussi des dépenses qu'il faut engager. Et ça s'appelle budget. Mais les constats que je fais, les budgets restent une simple formalité. C'est-à-dire, on n'arrive pas généralement, et pas seulement au Congo central, même quand vous allez au niveau national et dans d'autres provinces, les budgets deviennent juste une simple formalité, c'est-à-dire on ne respecte pas l'exécution du budget tel qu'est présenté, tel qu'est voté, n'est-ce pas, par l'autorité budgétaire qui est l'Assemblée. Parce que lorsque nous analysons le régime Atumatu Bwana, vous savez, il nous a promis tant de choses, même les budgets qui avaient été votés pendant qu'il était là, mais lorsque nous analysons les réalisations, en tout cas, je peux dire que ça pose encore problème. Et ici, je peux affirmer que la majeure partie de la population qui a bénéficié, qui a gagné de ces régimes, je dirais que ce sont des Djalelo. Ça n'engage que moi. Et donc voilà, aujourd'hui, le bilan est négatif, très négatif. Parce que les programmes ambitieux qu'il a présentés, vous allez comprendre aussi, vous n'allez pas me contredire, personne ne va me contredire, que l'actuel gouverneur s'est référé à ces programmes, n'est-ce pas, du gouverneur honoré Atumatu Bwana, mais un programme ambitieux, mais qui sur terrain, apparemment, bon, pas apparemment, on n'a pas senti, n'est-ce pas, des réalisations concrètes, si ce n'est que la route que nous venons de citer ici, Mamimi, parce que je peux vous citer les tronçons routiers rond-point 24-15 jusqu'au pont PTPT, communément appelé Kiambu. Là, le financement, c'est les FONER. Ce n'est pas l'exécutif provincial qui a sorti des moyens pour que ces tronçons routiers soient construits. Et donc, lorsque nous analysons les programmes tels que présentés, ce qui devait être réalisé, en tout cas, je me dis que nous sommes en deçà de la moyenne qui devait être réalisée. Merci beaucoup. Avec vous, nous sommes en deçà de la moyenne de ce qui devrait être réalisé. Qu'est-ce qui doit être fait sous Guy Bandou Ndongidi? Il a son programme à lui, mais ce qui doit être garanti comme valeur de la bonne gouvernance pour le décollage de la province. Vous avez la parole, maître. Vous savez, je l'ai dit, il a un programme, il a un plan, n'est-ce pas, de développement de la province. Mais il y a un problème. Honnêteté oblige. Lorsque vous lisez la Constitution, mon interlocuteur Donatien Kachala a évoqué, je crois que c'est l'article 75 de la Constitution, qui fait de la rétrocession des 40% parmi les ressources de la province. Retenu à la source, qui doit être retenu à la source. Mais cela pose encore problème, je me souviens. C'est depuis 2006 où tous les gouverneurs, Moïse Katumbi, les Mutambachi, et jusqu'à ce jour, les gouverneurs ne font que pleurnicher. Il y a un problème de moyens, il faut réaliser, sinon mobiliser des recettes, mais qu'à cela ne tienne, le peu de moyens que l'exécutif provincial du Congo central peut disposer, il sera question de canaliser les dépenses aux priorités. Mais surtout ici, je viens d'évoquer un anti-valeur, les Djalelo. Il ne faudrait pas que l'argent de la province soit dilapidé ça et là. C'est-à-dire diagnostiquer les vrais problèmes. Quelle est la priorité? D'ici là, c'est la rentrée scolaire. Dans ces domaines-là, dans ces secteurs-là, que faut-il faire? Il y a peut-être des établissements qu'il faut réhabiliter. Mais c'est à quelques jours, à quelques semaines déjà, c'est la rentrée scolaire. Il faut déjà penser par rapport à ça. Donc, voyez-vous, ce que l'exécutif provincial va réaliser en termes de recettes. Je recommande au gouverneur de mieux canaliser dans les dépenses. Ce n'est pas toute dépense qui sera prioritaire pour, n'est-ce pas, bénéfique, disons, pour la population. Permettez d'évoquer les propos du ministre provincial en charge des finances et budget lors d'une conférence qu'il a tenue ici à Matadi. Voilà ce qu'il a dit. Il a donné un exemple. Lorsque l'exécutif a peu de moyens, la priorité entre acheter des jeeps pour les membres de l'exécutif et construire, n'est-ce pas, des hôpitaux, sinon réhabiliter des écoles, quelle est la priorité? Et la réponse, c'était
construire les écoles ou sinon réhabiliter les infrastructures scolaires ou sanitaires. Voilà comment faut-il canaliser les dépenses. Chercher ce qui est bénéfique, ce qui est prioritaire pour la population. Sinon, avec le peu d'État et des moyens, n'est-ce pas, qui font aussi défaut. Parce qu'aujourd'hui, c'est une chanson. Je ne voudrais pas qu'après son départ ou sinon lorsqu'il sera à la fin de son mandat, qu'il dise je n'avais pas de moyens, ainsi de suite, alors qu'avec les paix qu'il a ou qu'il avait, il pourrait faire quelque chose. Il peut faire quelque chose, monsieur Didier Mamboueni, 1 minute 30 secondes. Qu'est-ce que vous proposez? Mais de l'autre côté, vous avez donné... Il a eu 1 minute 30 secondes. Bon, je vais gérer. Vous avez la parole, oui. Pour son Excellence, Monsieur le Gouverneur Guy Bandou, son programme d'action, il nous a présenté 5 axes et il nous a présenté 13 piliers. Et dans les 5 axes-là, il y a des priorités. Et dans les 13 piliers, il y a là où il faut commencer, dans les services sociaux de base, l'eau, l'électricité, l'éducation et la santé. Et aussi les routes secondaires et les infrastructures. Mais dans l'entretemps, là où nous avons critiqué hier, c'était les prémices du départ. 10 ministres, 10 commissaires, cabinet du gouverneur, secrétaire du gouvernement et aussi les cabinets ministériels. Quand vous voyez un peu ces pléthores-là, en tout cas, ça nous donne déjà, ça présage quelque chose de très mal. Mais dans l'entretemps, Guy Bandou, pour nous, c'est un partenaire. C'est un partenaire d'autant plus que vous le savez, moi, j'ai soutenu un candidat, Roger Mouaka et Pierre Kabango Nsalambi, que je continue à soutenir, qui est mon leader, Pierre Kabango. Donc, automatiquement, il est commissaire. Comme il est commissaire, de toute façon, Guy Bandou, c'est un partenaire pour nous, nous devons nous assumer. Comme nous devons nous assumer, Guy Bandou, pour nous, symbolise, il y a l'adage que nous appelons les bébés, les bassins et l'eau. Nous n'allons pas rejeter et l'enfant et l'eau et les bassins. Nous préservons d'abord Guy Bandou en tant que gouverneur parce qu'il a l'ordonnance du chef de l'État. C'est lui le gouverneur. Qu'il pleuve, qu'il neige, c'est lui le gouverneur. C'est sa vision, c'est sa politique qui va nous conduire dans les 5 axes et dans les 13 piliers. Alors, pour dire qu'aujourd'hui, tous nos problèmes qui symbolisent l'eau, nous allons les jeter. Nous n'allons pas conserver. Alors, dans son système, qu'est-ce qu'il doit éviter pour dans les systèmes, d'abord, nous félicitons le gouverneur. Il a effacé tout ce qui est comme culte de la personnalité. Il fait la réduction de soi, il fait vraiment un nouveau comportement. C'est un gouverneur qui est effacé. Personne ne comprend le jeu que le gouverneur est en train de jouer. Et quand vous allez, il n'y a pas l'image du gouverneur sur le terrain. On ne sait pas l'ombre des événements prochains, personne ne peut envisager. Mais peut-être qu'il attendait le budget rectificatif au niveau de l'Assemblée. Et donc, comme il y a le budget rectificatif, nous allons voir là où il va commencer. Parce qu'il y a beaucoup de problèmes à résoudre. Les problèmes des impayements ici, les indemnités de sortie, des Atoumatoubouana, Justin Louemba et consorts, tout ça, ça pose un problème. La cohésion provinciale dont on parle. La cohésion provinciale, il doit maintenant fédérer l'équipe de Atoumatoubouana, ce qui était hier avec Atoumatoubouana, qu'on ne doit pas regarder avec dédain, mais qu'on doit regarder avec amour. Et on doit aussi regarder ceux qui sont arrivés. Les Quinois qui sont arrivés aussi ne peuvent pas commencer à nous mater pour croire qu'ils sont au-dessus de nous. Nous devons travailler en égal pour le développement de notre province. Voilà pourquoi nous lançons un appel de l'unité dans la diversité. Nous allons travailler en partenariat pour le développement de notre province. Le gouverneur doit d'abord s'axer, comme il nous a présenté son programme, dans les 5 axes et dans les 13 piliers qu'il va dégager les priorités, les services sociaux de base. Merci. Dans nos hôpitaux, les soins de santé posent problème. Les routes à dessert agricole. Nous avons des partenaires, des bailleurs que nous allons nous présenter, qui sont venus des États-Unis, voilà. qui vont nous amener des ponts, des routes, des chaussées et consorts. Donc, c'est un partenaire de développement. Merci beaucoup, M. Donatien Kassialala. Vous êtes la dernière personne à prendre la parole. Vous avez 1 minute 30 secondes comme les autres. Ok, merci beaucoup. Par rapport au nouveau gouvernement de Dr Guy Bandou, moi je pense qu'il n'a qu'une année et demie. Je crois qu'il est là depuis le mois de mai, n'est-ce pas? Je crois avril ou mai, jusqu'à la fin de 2023 lorsqu'il y aura élection. Donc il n'a qu'une année et demie. Il ne doit pas embrasser beaucoup de choses dans une année et demie. Donc ce que moi je peux le masser, dans un budget, nous avons du côté ressources et du côté emploi. Donc les dépenses ainsi que les recettes à réaliser. S'il faut que tout ce que le gouverneur doit faire comme projet soit réalisé, il doit se mixer sur les finances. Nous savons dans la province que nous n'avons qu'une seule structure, n'est-ce pas, qui est la DGRCAC, la régie financière, n'est-ce pas, Direction générale des recettes du Congo central. C'est la seule direction qui est censée recouvrer l'argent de la province. Il doit renforcer la capacité de jeu de ces structures-là.
S'il renforce la capacité, on va quitter de 5 milliards, 6 milliards, on doit aller à 9 milliards. Le 9 milliards là vont résoudre le problème que mon débat peut faire soulever ici, de 10 commissaires, ainsi de suite. Mais si nous restons avec le même recette réalisée par la DGRKC, il y aura un problème d'élection du budget. En dehors de cela, nous avons le péage national. Donc ils doivent aussi monter sur la rétrocession du péage national. Mais comment expliquer un péage qui est érigé dans notre province? Mais la plupart, le gros pourcentage, c'est Kinshasa. Du Congo central, c'est moins de 20%. Je ne sais pas, c'est 10% qui est le Congo central dans ce que nous réalisons dans le pont de péage national numéro 1. En dehors de cela aussi, surtout dans le monde des finances pour exécuter son budget, le pétrole, les produits pétroliers, la quotité, il y a une quotité qui doit rentrer à la province. Il doit beaucoup travailler sur ce point-là. Malgré s'il travaille beaucoup plus sur ce point-là, il va résoudre le problème des 10 commissaires et 10 ministres. Donc il n'y aura pas de problème si nous avons des recettes. Et les recettes de la province, il doit renforcer la capacité de la DGRKC. Il doit former les gens à la DGRKC. Parce que jusqu'à ce jour-ci, c'est inconcevable. La DGRKC a commencé depuis 2007. Jusque-là, il n'y a que les huissiers fiscaux qui sont formés, les receveurs qui sont formés. Et maintenant, il n'y a même pas 3 mois. Ce sont les orientateurs qui sont formés. Et les vérificateurs n'ont jamais été formés, les vérificateurs. Or, les vérificateurs sont ceux-là qui vont sur le terrain pour voir ceux qui ont déclaré, s'ils ont bien déclaré ou n'ont pas bien déclaré. Mais si quelqu'un n'a pas eu la formation, comment il va recouvrir la somme là qui n'a pas été bien? Donc il faut les outiller. Il faut les outiller. Okay. Et le prendre aussi en charge. Et éviter maintenant, parce que nous savons actuellement la DGRKC, c'est la direction générale, n'est-ce pas, les commissions d'élection qui fixent les salaires. Le gouverneur doit prendre en charge les salaires comme ça se faisait à l'époque de gouverneur honorable Mbachimbachi. Parce que c'est lui qui a créé la DGRKC. Le gouverneur payait, la province payait les agents de la REPER à l'époque. Et la REPER ne payait que la prime sur la rétrocession de la province. Et s'il a opté pour ça, vous verrez que les gens vont travailler. Et parce que vous remarquez qu'il y a des gens qui touchent DG 1,2 million et dernier agent auxiliaire de deuxième classe, il touche 300 000 francs congolais. Et cet agent-là, est-ce qu'il aura le courage d'aller chercher l'argent sur le terrain? Il n'aura pas ce courage-là. Merci. Donc, il doit beaucoup se focaliser sur les finances qui feront qu'il répondent aux besoins qu'il aura à répondre. Merci beaucoup, mesdames, messieurs, chers téléspectateurs, pour ces instants que nous venons de partager ensemble. Nous voici donc à la fin de notre émission de ce jour, de ce soir. Angle saillant, nous avions eu les concours, si nous avions bénéficié de ces réflexions de M. Simon Lusonso, qui est avocat, mais il a intervenu en tant qu'analyste politique. Nous avons également bénéficié du concours de notre intervenant de tous les jours, Didier Mamboueni, qui est passé en sa casquette d'acteur sociopolitique, mais aussi en face d'eux, nous avions bénéficié du concours de M. Donatien Kachalala, qui est cadre de l'UDPS. Et nous disons merci à la grande équipe technique qui a concouru à la réalisation de cette émission dans l'ombre. Christian Timba, sous la conduite du chef technique Clovis Solo. Pour ceux qui sont à la radio, retenez que c'est Roger Missamou qui était devant la présentation de cette émission Angle saillant. Nous nous retrouvons pour un prochain numéro. Au revoir. Merci. Thank you.